rise in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, ça va dépendre bien évidemment de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission qui a eu des complications, des difficultés à s'éveiller, mais on est là finalement et je suis très content de discuter avec Annelise Melchion. Bonjour Annelise, comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. Et effectivement, ça a été un peu compliqué, mais comme on est dans le thème de l'apocalypse, on est bien. Voilà. Voilà, c'est ça, il faut dire à ceux qui nous regardent qu'en fait, on avait commencé à enregistrer l'émission il y a quelques jours, problème internet, et grâce à ta patience et à ta compréhension, on a pu retrouver une autre date et une autre configuration, et tout va bien, tout fonctionne. Pendant 40 minutes, l'apocalypse, on va en parler, mais de manière littérale et non pas de manière frontale. C'est plus intéressant. Enfin, j'espère en tout cas. Donc, merci beaucoup. Tu es là parce que tu as écrit un essai intéressant, très important sur, en gros, cette thématique-là de l'apocalypse. Alors, le titre s'appelle Apocalypse Show. Bon, voilà, on a compris un peu le jeu de mots avec le film de Francis Ford Coppola. Et le sous-titre, c'est Quand l'Amérique s'effondre. Alors, je peux pas le montrer parce que, en fait, moi, je l'ai lu en PDF. Donc, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais te mettre en gros plan pendant quelques secondes pour qu'on puisse voir, voilà. Et donc, c'est ce remarquable ouvrage qui est édité chez Playlist Society. Donc, je remercie Benjamin Fogel de m'avoir aidé à concevoir cette émission. Et déjà, première question. Enfin, qui n'est pas on va dire une entrée en la matière. Le sous-titre, Quand l'Amérique s'effondre, d'où est venu ce sous-titre? Pour quelles raisons? Est-ce qu'il y a un lien effectivement très cohérent avec l'intériorité de ton essai? Dis-moi tout un peu sur tout ça. Alors, justement, on parle de Benjamin Fogel, donc l'éditeur de Play Society. C'est donc lui qui m'a proposé le titre. Et je l'ai trouvé très intéressant parce que justement, la question de l'effondrement, enfin de l'Amérique et de l'effondrement, étant donné que j'ai travaillé sur des séries post-11 septembre, toutes les séries donc dites apocalyptiques qui se situent donc après le 11 septembre, c'était plutôt raccord, on va dire, avec la question de l'effondrement et la question d'une Amérique qui n'arrive plus vraiment à croire en son hégémonie. C'est ça, c'est que quand on lit le livre, et d'ailleurs à un moment tu le dis, c'est que les séries que tu questionnes, c'est des séries qui sont exclusivement américaines, certes, mais je voudrais juste ouvrir une petite digression, et après on va parler du livre. Je me suis posé la question sur les séries qui ne sont pas forcément américaines. Est-ce que tu as travaillé aussi sur d'autres séries de d'autres pays qui questionnent énormément l'apocalypse? Alors oui, enfin j'ai pas forcément travaillé dessus puisque c'était pas mon sujet d'étude. Ce livre est le résultat d'un travail que j'ai effectué dans le cadre d'une thèse de doctorat à Nanterre. L'idée de travailler sur les séries américaines. Alors pourquoi travailler exclusivement sur les séries américaines? D'abord parce que c'est vraiment aujourd'hui, on va dire, le pays des séries, même si les Européens font des séries, même si donc on en trouve, et Israël aussi, et l'Asie aussi. On va dire que vraiment l'âge d'or des séries, c'est vraiment les États-Unis. Et c'était intéressant de garder une unité géographique dans le cadre de l'apocalypse, mais effectivement, j'ai pu voir d'autres séries, des séries d'autres continents, d'autres pays, et j'ai pu constater des vraies différences de traitement, mais ça demanderait un travail vertigineux, en fait, finalement de questionner ces séries dites apocalyptiques dans la production mondiale. Ce qui est très intéressant dans les séries américaines, c'est qu'en fait, elles sont conçues pour un public américain, mais en fait, elles sont mondialisées, elles sont vendues dans le monde entier. Donc finalement, on parle, et d'ailleurs, quand il s'agit d'une catastrophe, ça se passe aux États-Unis, mais c'est une métonymie pour parler de la Terre entière. Donc, c'était intéressant de travailler vraiment, de garder cette unité géographique pour pouvoir resserrer, pour pouvoir vraiment comprendre qu'est-ce qui est en train de se jouer idéologiquement dans ce discours.
Dans le cinéma, on a tendance souvent à dire que après la Shoah, après la Seconde Guerre mondiale, on ne pourra plus créer comme avant. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de films ensuite qui en sont découlés, et que cela soit frontalement ou alors de manière un peu symbolique, mais aussi la littérature, etc. Dans la série télé, avant le 11 septembre, est-ce qu'il y avait eu un événement historique important qui a eu des répercussions sur la fabrication des séries télé américaines, donc dans ce traitement-là apocalyptique, bien évidemment. Et est-ce que c'est vrai qu'après le 11 septembre aussi, la série télé a eu de très très grosses répercussions et a changé drastiquement d'orientation au niveau du contenu? Alors effectivement, donc j'ai choisi une unité géographique et j'ai choisi aussi une unité temporelle, c'est-à-dire j'ai travaillé donc après 2001. Sur la question des séries apocalyptiques et finalement des fictions apocalyptiques ou de l'apocalyptique en général, on va dire que la première résurgence qui apparaît temporellement, c'est 1945. On voit qu'après, tu parlais de la Shoah, on va dire qu'Hiroshima aussi et la guerre froide ont participé de cette montée et de cette, on va dire, j'allais dire, ce désir de fiction apocalyptique dans la mesure où on avait créé les conditions de la perte du monde, en fait. On n'était plus dans une époque, on était dans un délai à partir de l'atome et des bombes. On peut détruire l'humanité, dans son entièreté, dans son histoire, dans tout. Et c'est même pas la fin d'un monde, parce que souvent il s'agit de la fin d'un monde, mais là, vraiment, à partir de 45, c'est la possibilité de la destruction entière du monde, de l'humanité. Donc, on va dire que oui, il y a des séries qui traitent de ça. Alors, après, on est vraiment dans le contexte de la guerre froide, donc on va dire que c'est plutôt la menace, c'est la menace communiste, etc. Mais je sais pas si on prend l'exemple des Envahisseurs ou de la Quatrième Dimension, ce sont quand même des séries qui parlent de ces questions-là. Hein. Même Le Prisonnier, ça traite malgré tout de cette désespérance, de la fin, de la perte du monde, quoi. Et donc, et pour ce qui s'agit du 11 septembre, ça, c'est quelque chose qui a eu. Mais j'ai cette impression que beaucoup de séries. Alors, il y a beaucoup de séries que tu questionnes dans ton essai, surtout tout ce qui a un lien avec The Walking Dead, par exemple. Mais ce que je voudrais savoir, c'est que est-ce que c'est aussi une manière de question, enfin que les créateurs de ces séries-là ont cette manière de comment dire de questionner ce que c'est que le mythe américain, ce que c'est que la reconstruction d'un État à travers son mythe. Est-ce qu'il y a cette idée-là? Oui, je dirais que ce qui est d'assez incroyable dans ces séries, qu'elles soient des séries grand public ou des séries beaucoup plus, des séries niches, du câble, etc., c'est que on voit bien que finalement, la question de l'apocalypse, la question de la fin d'un monde et du renouveau, du fantasme de on va renaître, on est à nouveau dans la question du déplacement de la frontière, de la question des pionniers, de la question finalement de la mythologie américaine typique. Et en fait, sous couvert de modernité, on rejoue des topos, des mythes qui sont des mythes de l'histoire de la création d'une certaine mythologie de la création américaine, hein, parce que quand les pionniers arrivent, quand les colons arrivent, il y a déjà une population qu'ils exterminent. Donc on est dans ces récits. Et donc, sous couvert de reconstruction, en fait, on ne fait que rejouer des choses qui sont déjà, qui sont anciennes et de fait, ce sont des récits qui sont absolument pas du tout progressistes et qui sont extrêmement conservateurs. Lesquels, par exemple? Je pense à tu parlais de Walking Dead, évidemment, Walking Dead, mais je pense aussi à Jericho, à Falling Skies, ce qui est quand même fou, par exemple, même ou à Révolution. Alors, ça s'appelle Révolution, donc série produite par J.J. Abrams.
donc on est 15 ans après le blackout, donc une panne d'électricité, plus d'électricité aux États-Unis, et dans le monde. Et on revient, donc 15 ans après, on revient à l'époque des pionniers, c'est-à-dire que les routes ne sont plus asphaltées, on se déplace en calèche, et voilà. Et on est face à des territoires qui sont régis par des milices. Et du coup, sous couvert de... ça s'appelle quand même révolution, sous couvert de quelque chose qui est un changement, finalement, on revient à une époque d'avant la conquête, et on n'arrive pas à imaginer. Ce sont, si tu veux, ce sont des récits qui manquent énormément d'imagination sur leur capacité d'imaginer des sociétés autres, complètement différentes. On est tout le temps en train de rejouer, comme finalement c'est très cyclique, comme quelque chose qui existait avant, et il ne pourrait pas y avoir autre chose en fait. C'est soit avant, soit c'est la restauration des institutions, et c'est un peu ce que Houellebecq dit quand on l'a interrogé sur le monde après le Covid. Il a dit ça sera notre monde en pire. Voilà, en fait, on est soit sur le monde d'avant, soit sur le monde de maintenant, mais en pire, avec, donc par exemple dans Battlestar Galactica, donc la question de la dérive un peu autoritaire, voire fasciste, militaire. Donc voilà, si tu veux, c'est des récits qui sont extrêmement, au mieux conservateurs, au pire proto-fascistes. Mais comment sont considérés les personnages héroïques, les héros ou les héroïnes? Souvent, c'est des héros dans ce genre de série. Comment Alors, ce qui est intéressant, par exemple, dans une des dernières séries là qui vient de se terminer, The 100, les 100, c'est que c'est une héroïne, Clark, qui est en plus qui est bisexuelle, et elle, donc vraiment c'est ce qu'on pourrait dire une badass. Elle est extrêmement forte, elle est extrêmement futée. Et donc, on a plusieurs traits du leadership, en fait. Soit on a le leadership un peu naturel. Rick, dans Walking Dead, c'est un ancien shérif. C'est un bon père de famille. On va dire qu'à partir du moment où il se trouve une communauté, naturellement, sans vraiment jouer des coudes, les gens vont le suivre parce que il est honnête, il est courageux, et puis voilà, il a les valeurs du westerner en fait. C'est vraiment le bon père de famille qui va protéger les siens, etc. Bon. On a donc d'un côté un leader un peu comme Rick, Clark, sinon dans Les 100, donc alors elle, c'est la fille c'était la fille d'un chef. Donc elle a grandi, en fait, c'est une sorte d'héritière. Elle a grandi avec les attributs. On l'a un peu éduquée dans l'idée de la survie. Et donc quand elle arrive sur Terre et qu'elle est avec les 100 autres adolescents, elle réussit un peu de manière assez facile à être un peu la chef de ce groupe. Voilà. Ensuite, on a par exemple, je pense notamment à la série Falling Skies, produite par Spielberg. Alors lui, le héros, qui est celui qui joue dans Urgence. Là, tout de suite, j'ai oublié son nom. Le blond, je crois. Enfin, le jeune qui joue dans Urgence. Enfin bref, là, donc lui, il est professeur d'histoire à l'université. Voilà. Et en fait, il raconte des histoires. Et un peu comme on va dire, dans des tribus comme les Guayakis, etc., le chef, c'est celui qui raconte des histoires. Et du coup, il va refaire un peu les batailles, mais pas seulement américaines, alors des batailles américaines, mais des batailles de l'Antiquité, de l'histoire médiévale, etc. Et il va réussir à combattre les extraterrestres et à devenir un petit peu le chef d'une fraction de la résistance militaire, parce qu'il a des connaissances universitaires, historiques, des batailles. Et voilà, donc on a plusieurs
plusieurs types de chefs. Ensuite, on a des chefs qui sont légitimes. C'est la question de par exemple, de Roselyne, dans la présidente dans Battlestar Galactica. Quand il y a une attaque donc des Cylons et qu'il y a destruction de 90% de la population, c'est la survivante qui est la mieux placée dans la hiérarchie institutionnelle politique. Donc, elle est, je crois, 36e dans l'ordre. Et de fait, elle est investie comme présidente parce qu'elle a la fonction. C'est la dernière qui reste. Et donc, elle est investie. Donc, on a aussi, il s'avère que ça va devenir une très bonne présidente, etc. En tout cas, une présidente qui va réussir à prendre en charge les questions de survie du Battlestar Galactica, du reste des 48 000 personnes qui restent de l'humanité. Donc voilà, on a toute une série comme ça de leaders, des caractéristiques de leaders qui sont plus ou moins caricaturales dans le monde apocalyptique, en sachant que évidemment que les valeurs les plus importantes, c'est les valeurs militaires, la force, l'intelligence, pour pouvoir vivre dans ce monde hostile. Avant de parler de la structure du livre, juste encore une petite digression, même si tu en parles un tout petit peu dans le bouquin, mais j'en profite. Est-ce qu'il y a aussi, parce que tu as évoqué Spielberg, est-ce qu'il y a aussi la peur de l'autre avec un majuscule, l'autre, donc c'est-à-dire à l'étranger, quoi. Ah bah oui. Ce qui est d'assez incroyable, c'est que, en gros, ce qui traverse l'ensemble de ces séries, c'est effectivement l'idée que, et c'est là où c'est des récits qui sont quand même extrêmement conservateurs et à interroger, c'est que finalement, dans ce monde déchu, dans ce monde catastrophé, ce que Hobbes peut dire, l'homme est un loup pour l'homme, c'est exact. Enfin, ça prend tout son sens. Et du coup, on est vraiment dans ce monde où l'autre est un danger potentiel. Et par exemple, on le voit dans Walking Dead, c'est assez intéressant. Rick, au départ, pour lui, l'autre, c'est pas quelqu'un qui est forcément mauvais. Et il va à chaque fois essayer, dans les premières saisons, de le sauver, les étrangers, etc., quitte parfois à le regretter. Et puis, à partir de la saison 3, c'est fini. On va dire qu'il en a pris tellement. Enfin, ça a été tellement dur que quand il doute, il tue. D'accord. C'est même plus c'est un être mauvais qui est en face de lui. À partir du moment où il doute, il va dégainer le premier et il va tuer pour ne pas mettre son groupe en danger. Donc, effectivement, on est vraiment dans des récits de groupes qui veulent s'emmurer, se barricader, se protéger. Et c'est des récits de la contamination, en fait. On est vraiment. Et cette histoire de la contamination où l'autre est une menace, c'est pas seulement le virus, en fait. Ils sont eux-mêmes contaminés finalement par cette peur. Et c'est vraiment l'idée, on va dire. C'est difficile de ne pas faire un lien avec l'Amérique d'aujourd'hui, l'Amérique de Trump, où l'étranger est une menace pour l'Américain. Oui, mais est-ce que avant le 11 septembre, il y avait un peu de cela aussi dans les séries télé, ou c'est vraiment venu à partir du 11 septembre? Non, mais dans les séries qui parlent de la menace, dans les séries apocalyptiques et qui sont liées aux extraterrestres post-45, évidemment que la menace extraterrestre est une métaphore aux communistes, et évidemment que l'Amérique les Américains se sentent menacés par l'invasion communiste, etc. Là, ce qui est assez incroyable, en fait, c'est qu'à partir de 2001, c'est l'autre, mais c'est vraiment l'idée que c'est la généralisation de l'autre, en fait, et c'est même plus que ça, c'est son frère. C'est-à-dire que c'est au sein même de la communauté que vient le danger. Donc, c'est même plus une menace extérieure, en fait.
c'est plus les extraterrestres de manière donc qui seraient extérieurs à soi-même. Là, on est vraiment dans des récits où c'est à l'intérieur de la communauté, où c'est dans la maison. Hein. La question des zombies, le fait que les zombies, les récits de zombies sont vraiment prédominants dans ces récits-là, c'est vraiment cette idée-là. Le zombie, c'est vraiment c'est soi-même en fait. Enfin, c'est un humain. Donc il y a vraiment cette idée qui est assez folle et qui vient vraiment du 11 septembre, parce que le 11 septembre, c'est évidemment que c'est une menace qui venait de l'extérieur, mais qui a été nourrie par les Américains, puisque c'est quand même lié à la géopolitique, au fait qu'ils ont armé Al-Qaïda contre la lutte contre les Moudjahidines. Donc, évidemment que de ce point de vue-là, l'autre, la menace, elle s'est multipliée et elle s'est intensifiée. Et le public américain de tout ça, comment ça se passe? Comment il reçoit tout cela? J'imagine que quand il y a autant de saisons pour une série comme The Walking Dead, c'est que ça veut dire beaucoup de choses aussi. Ça dit quelque chose, en tout cas, d'une société qui est entre parenthèses consommatrice de ce genre de miroir. Non, mais complètement. Moi, quand j'ai commencé donc mes travaux de thèse, les 2 séries les plus regardées dans le monde, c'était Walking Dead et Game of Thrones. Et Walking Dead, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'effectivement, c'est une série qui, donc on pourrait dire, qui est extrêmement conservatrice et réactionnaire. D'ailleurs, les spots pendant l'élection de Trump, les spots pro-mur de Trump ont été principalement axés pendant les coupures publicitaires sur AMC pendant la série, avec l'idée que les Américains pouvaient faire le lien entre les zombies, l'invasion zombie, et puis les migrants, le danger des migrations. Et c'est donc le gendre de Trump qui a fait donc la campagne qui explique ça très bien, qui dit qu'il avait ciblé vraiment ce genre de programme. Donc évidemment, les Américains réagissent à ce genre de choses, et en même temps, ça nourrit aussi leur on va dire, j'allais dire délire survivaliste. C'est un peu fort, mais en tout cas, on voit bien que ça participe. On est aux États-Unis, dans ce pays qui pense réellement et voilà, qui s'affirme comme chacun devant se protéger. C'est leur droit constitutionnel de se protéger individuellement face aux menaces et se préparer à la fin du monde. Et c'est quelque chose qui peut être un peu folklorique en France, quoique de moins en moins, mais qui est très très présent aux États-Unis et qui évidemment, je sais pas, et on peut voir un parallèle avec effectivement le succès de ces séries mais il y a Walking Dead, mais aujourd'hui il y a une trentaine de séries de zombies aux États-Unis. Et le traitement au cinéma, et je sais que c'est beaucoup plus la série que tu as travaillé, mais juste pour savoir le traitement au cinéma et dans la série, est-ce que le côté conservateur est toujours le même ou c'est beaucoup plus conservateur du côté de la télé? Bah, si tu veux, c'est assez compliqué de faire une comparaison parce que la question des séries télévisées, c'est quand même une question ce sont des programmes dont l'intérêt, c'est le fait de dilater le temps, en fait, et donc d'être en permanence en train de remettre la fin. Et du coup, c'est des récits qui sont longs, et donc il faut les scénariser. Alors que dans un film, c'est pas du tout le cas. En l'espace d'1 heure et demie, ce qui est parfois même pas le temps d'un épisode, en l'espace d'1 heure et demie, on a un début, des péripéties, et puis une résolution et un final. Donc c'est difficile de faire des comparaisons, c'est même presque impossible. Surtout que pour le coup, la question
des séries et donc de ce développement et ce prolongement du temps, ça se télescope avec avec la thématique de la fin du monde. Donc il y a vraiment quelque chose là dans ce temps, par exemple avec les zombies, dans ce temps qui n'en finit pas. Hein, à un moment donné, Kirkman, le créateur de Walking Dead, il disait qu'il voulait une série, que Walking Dead, il voulait que ça n'ait pas de fin. Et philosophiquement, c'est hyper possible. Enfin, on peut imaginer un monde, vu que les zombies ne meurent pas, un monde peuplé indéfiniment de zombies. Et donc, c'est possible qu'il n'y ait pas de fin. Il n'y a pas d'impossibilité, en tout cas. Et du coup, évidemment que ça crée, sur le traitement scénaristique et narratif, ça crée des choses qui sont bien différentes d'un film. Et du coup, moi, je ne sais pas si c'est vraiment si intéressant que ça de comparer. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que la catastrophe n'est pas du tout visible de la même manière. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est assez incroyable. On est beaucoup moins dans des récits de blockbusters dans les séries. Je pense que notamment pour des histoires de moyens, hein, mais pas seulement. Voilà, à la télévision, on montre moins à voir des destructions, en fait, réellement. La télévision, c'est aussi l'endroit où on a vu en direct la catastrophe du 11 septembre. Voilà. On essaye aussi on est dans un récit avec des personnages qui ont une histoire, qui sont là sur 1, 2, 3, 4, 5, 11 saisons. Donc voilà, il faut leur trouver. Ils ont une vie et il faut qu'on les fasse vivre dans un environnement hostile. Alors, c'est marrant que c'est souvent des catastrophes qui sont beaucoup moins spectaculaires et beaucoup plus métaphorisées. Alors, je disais c'est marrant, mais enfin le mot marrant est assez inapproprié, je l'avoue. Mais à un moment dans le livre, tu parles du fait que la Bible, ce que propose la Bible comme élément apocalyptique, c'est pratiquement la genèse du blockbuster au cinéma, voire même dans la série télé. Et j'ai trouvé ça, j'y avais finalement jamais pensé, mais c'est vrai que c'est très très impressionnant. Les premiers blockbusters sont dans la Bible. En tout cas, le texte de Jean, dans l'Apocalypse, le dernier texte de la Bible, c'est un texte qui est extrêmement visuel et sonore. C'est un texte de destruction. Et si on prend littéralement la définition d'un blockbuster, on peut dire que oui, ça pourrait être en un sens un blockbuster. Mais bon, c'était un peu parce que malgré tout, ce qui est hyper intéressant dans la question de l'apocalypse, l'étymologie de l'apocalypse, en grec, c'est le dévoilement, c'est la révélation. Et en vrai, c'est Matthieu qui dit tout ce qui est voilé sera dévoilé. Et en fait, on est vraiment dans la levée du voile. On est vraiment dans le cinéma, tout simplement. C'est-à-dire qu'on nous donne à voir. Et c'est vraiment cette idée, finalement, que l'apocalypse, c'est un thème qui est extrêmement cinématographique, même étymologiquement en fait, même pas dans le texte biblique, même étymologiquement. Donc, et c'est pas étonnant, et de toute façon, évidemment que les premiers films apocalyptiques, d'Abel Gans ou le tremblement de terre de San Francisco. Donc là, on est vraiment dans les années 10-20, on est vraiment au début. Ce sont des films qui ont été extrêmement appréciés et qui ont marqué à l'époque. Avec l'idée, Cécile B. DeMille le disait, les spectateurs ont envie on vit, il y a vraiment ce désir de voir des choses qui sont des destructions en fait. Il y a une jouissance. C'est Benjamin qui ouvre mon. Alors, est-ce que je peux lire ou pas? Oui, bien sûr. Pardon, parce que je la connais, mais j'ai vraiment envie du coup, je mets mes lunettes, de bien la dire. Donc, Walter Benjamin, le philosophe, qui disait l'humanité est devenue assez étrangère à elle-même pour réussir à vivre sa propre destruction comme une jouissance esthétique de premier ordre. Voilà, donc là, on est vraiment dans ce désir de catastrophe. Et
voilà. Et aujourd'hui, avec la question du Covid et de tout ce qu'on vit, on va avoir à nouveau une nouvelle vague de récits qui vont prendre appui sur ce qu'on est en train de vivre comme une façon cathartique finalement de dépasser ce qu'on vit, quoi. Alors, à un moment, je t'ai demandé par rapport au public, parce que dans le livre, tu dis qu'il y a comme ça une espèce de quelque chose de très paradoxal qui voudrait dire qu'on fait accepter aux spectateurs, je l'ai noté, la gestion politique de la catastrophe. Ça veut dire que ce qu'on va voir donc à la télé, les séries, les créateurs, il y a une comme ça. Alors, est-ce que c'est attention ou pas, je n'en sais rien, mais en tout cas, il y a une espèce de, on est propice à comprendre et à accepter ce qui peut se passer et comment la gérer, cette catastrophe. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à un moment dans le livre, il y a une espèce de guide de survie. Enfin, c'est incroyable. On va en parler de ça aussi en conclusion. Mais je trouve ça juste édifiant, faire accepter aux téléspectateurs la gestion politique de la catastrophe. Alors, moi, je sais pas s'il y a il y a pas une volonté consciente, si tu veux. C'est le discours ou les discours que nous donnent à voir ces récits ont des effets. Voilà, d'abord, on voit bien que les séries télévisées sont vraiment devenues les récits que les gens veulent voir et on va dire les 20 dernières années, c'est complètement fou le nombre y compris de chaînes de streaming, etc., qui font des séries. Bon, passons rapidement là-dessus, mais à l'intérieur de cette mythologie, en fait, la thématique de l'apocalypse est vraiment prédominante. Aujourd'hui, on va dire ces 5 dernières années, 7 séries qui sortent sur 10, allez, 6,5 qui sortent sur 10, sont des séries dites apocalyptiques. Vraiment, qui ont un rapport avec la question de l'effondrement, de la catastrophe, de la fin, qui sont dystopiques. Bon. Donc, il y a quand même là quelque chose qu'on ne peut pas ignorer. Bien sûr que on va nous dire, oui, mais c'est ce que les spectateurs veulent voir. Très bien, bien sûr, c'est ce que c'est. Et du coup, les séries répondent à cette attente. Mais pour autant, le contre-effet, c'est qu'on voit bien alors, il y a la question de la catharsis, il y a la question de tout ce dont on a parlé avant, mais effectivement, voir des zombies ou voir des menaces nucléaires, etc., devant son écran en mangeant des chips, etc., le samedi soir, nous fait dire, oui, finalement, on vit une époque compliquée, difficile, mais ça pourrait être pire. Et en vrai, il y a cet effet-là. Ces récits jouent là-dessus, c'est-à-dire que on est plutôt rassuré en se disant ça pourrait être pire. Et l'idée que justement ce sont des récits qui ne sont pas du tout des récits réalistes, mais qui sont des récits où la menace, où les vraies menaces ne sont pas du tout montrées, et ce sont des antagonistes et des menaces qui font écran, hein, les zombies, les extraterrestres, les Cylons, les robots, les Granders, donc qui sont des choses qui sont fantastiques, irréalistes, etc. C'est bien le signe qu'on n'a pas envie qu'on réfléchisse réellement, qu'on n'a pas envie. En tout cas, ces récits nous empêchent de nous poser réellement les vraies questions politiques c'est quoi aujourd'hui les vraies menaces et comment on pourrait se préparer, mais pas individuellement. La question du survivalisme, elle n'est pas très intéressante, même si ça peut être marrant d'apprendre à chasser ou de savoir creuser un trou, je sais pas quoi. Surtout pour des gens de la ville qui n'ont aucun rapport, qui sont vraiment dépossédés de tout. Malgré tout, on voit bien que des questions qui pourraient se poser plus collectives, plus politiques, de la construction de nouveaux modèles, de comment on pourrait s'en sortir réellement, ce n'est pas du tout abordé dans ces séries télévisées. Donc, je pointe, loin de moi l'idée de dire qu'il y a un grand responsable, mais malgré tout, cette idée, ce qui passe, l'idéologie qui passe dans ces séries-là,
ne nous aide pas du tout à penser intelligemment l'époque qui arrive et finalement on parle de la gestion de la catastrophe, mais quand on voit là depuis 2 ans la catastrophe qui nous tombe dessus et comment la gestion et finalement la catastrophe qui est encore pire, ou qui accentue cette catastrophe, c'est la gestion politique et c'est ce qu'on est en train de vivre. C'est juste complètement terrifiant en fait. Et ça ne nous aide pas à nous armer dans ce monde qui va être de plus en plus difficile et qu'il faudrait qu'on réussisse à transformer. Est-ce qu'il y a des exceptions dans les propositions audiovisuelles en matière de séries? Quand je dis des exceptions, c'est des séries qui questionnent, comment dire, qui font énormément confiance en l'imagination du spectateur. Est-ce que ça existe et est-ce qu'il y en aurait? Moi, je pensais par exemple à une série comme, mais je vais peut-être me tromper, mais comme Leftovers. Alors, Leftovers, c'est une série, si tu veux, Leftovers, c'est une série qui est un peu. Moi, j'ai trouvé ça très bien de la mettre dans mon corpus parce que justement, elle est. C'est une série, c'est un chef-d'œuvre. Hein, c'est vraiment. C'est HBO. Alors, pour ceux qui connaissent pas Leftovers, les Leftovers, c'est une série de Damon Lindelof qui fait ça après Lost. C'est 3 saisons, la musique est de Max Richter, c'est une série, le pitch c'est 2% de la population qui disparaissent soudainement un 14 octobre et qui disparaissent en fait, il n'y a pas de corps et on n'arrive pas à savoir s'ils sont quelque part, s'ils sont morts, s'ils sont pas morts, s'ils vont revenir, etc. Et du coup, dans ce monde où 2% de la population disparaît, ces 2% finalement, c'est pas assez pour que le monde soit complètement transformé. Il y a toujours les mêmes institutions, alors des sectes apparaissent, etc. Mais finalement, on est dans un monde globalement qui ressemble au nôtre. Il y a un président, on fait toujours nos courses, les gens vont travailler, etc. Bon. Mais malgré tout, c'est un monde qui qui perd complètement son sens et qui est complètement absurde, puisqu'à partir du moment où un jour on peut disparaître comme ça, pouf, il y a vraiment cette idée de à quoi bon, et puis comment faire son deuil dans un monde où il n'y a pas de corps, etc. Et effectivement, les leftovers, moi je dirais là où c'est une série qui peut nous aider, on va dire, philosophiquement, à essayer de comprendre l'absurdité du monde. Et puis, c'est une série qui nous fait pleurer, donc c'est toujours bien. mais je dirais que non. Tu penses certainement à la très très belle séquence de danse vers la fin, où ils se retrouvent, les deux héros. Ah non, mais moi je pense à tout. En vrai, moi cette série, et pourtant je l'ai vue et je l'ai revue, hein, parce que j'ai quand même visionné dans mes séries, je les ai tous visionnés plein de fois. Mais à chaque fois, moi ça me fait pleurer. Et alors pour revenir sur ta question, je suis pas sûre que ça nous aide politiquement. Bon, mais c'est pas, mais en tout cas, c'est une série là où pour moi c'est une série vraiment amie, c'est que moi elle m'aide à traverser ce monde vraiment désespéré. Ça me fait du bien de voir des belles images, et puis voilà, c'est une série qui est extrêmement intelligente sur l'époque. Mais non, en fait, je pensais plutôt à une série, alors française, hein, pour le coup, Canal, qui s'appelle L'Effondrement. Alors moi, j'ai pas tout vu parce qu'en fait, elle m'angoisse terriblement. Donc j'ai vu les deux premiers épisodes. Mais là, on est vraiment dans l'idée d'une série qui raconte de manière extrêmement réaliste comment ça peut se passer. Et effectivement, et ça peut aller très vite. Et ça va pas être beau, quoi. En vrai, en tout cas de ce qui est montré. Bon voilà, et c'est une série qui est faite par un collectif. Bon voilà, c'est peut-être la série la plus intéressante à la limite sur une base de discussion, mais non, il y a, on va dire que ce que Hollywood fait, il y a rien de vraiment intéressant, même si on peut s'interroger. Dans Walking Dead, ils traversent des communautés. Eux-mêmes sont une communauté qui peut être, qu'on pourrait penser comme un peu anarchiste et qui propose des choses à des moments donnés
qui sont vraiment pas inintéressantes. Dans cette communauté, par exemple, il y a des transformations. Par exemple, je pense à Carole, qui est une femme qui est battue au départ, qui est une femme au foyer, qui est quand même craintive, et qui la catastrophe va la transformer complètement. Et à un moment donné, ça va vraiment être une survivante. C'est un personnage très très fort avec qui va vraiment se défendre par elle-même toute seule, etc. Et donc qui est un personnage très positif. Et puis, pareil, ils sont dans une espèce de partage, de communisme des savoir-faire. Et donc, ils vont s'apprendre. Par exemple, il y en a je pense à Daryl qui sait manier l'arbalète, qui va apprendre à chasser, ou bien des gens qui savent faire qui savent tirer. Voilà. Et du coup, ils vont essayer de partager comme ça des savoir-faire. Et de ce point de vue-là, ça peut être effectivement des exemples qui peuvent être des exemples intéressants dans des réflexions sur que faire en cas d'attaque zombie. D'habitude, je commence toujours par dans mes rencontres, dans les conversations, je commence toujours par demander à l'écrivain ou l'écrivaine l'architecture. Et là, c'est vrai qu'on va plutôt terminer là-dessus. J'en suis désolé, mais il y a tellement de choses à dire sur. J'en ai fait pas mal de digressions et je te prie de bien vouloir m'excuser, mais c'est tellement passionnant et intéressant. Alors moi, ça va être bizarre parce que d'habitude, je présente le livre et là, comme j'ai pas le livre, donc allez, je remets. Voilà. Et alors j'ai le fichier. Il sort demain. Alors nous enregistrons. On est le 6 septembre, il sort le 7. Voilà. Donc on va essayer de publier cette vidéo très très vite, comme ça on sera pas en retard. Mais juste alors d'habitude je montre le livre et je dis voilà et je parle donc effectivement là je suis sur mon fichier PDF, donc je parle effectivement du chapitrage et donc il y a plusieurs parties, il y en a 3. Il y a le temps de la fin des temps, et il y a une troisième partie qui est très drôle en même temps, c'est le guide de survie en milieu apocalyptique. Et tu termines ensuite sur une conclusion où tu dis là où croit le péril, croit aussi ceux qui sauvent. Et puis il y a même une liste de films que tu catégorises, tout ça. La question, même si à la base, si j'ai bien compris, alors j'étais en PDF, au moins je reviens, voilà. Comme ça je te vois, parce qu'en fait je voyais mon fichier PDF et c'est bizarre. Donc tu disais qu'en fait ce projet, la genèse en tout cas de ce projet, c'est une thèse, si je me trompe pas. À la base. Oui, exactement. Voilà. Thèse, ouais, mais entre la thèse et ce qui est devenu aujourd'hui le livre, est-ce qu'il y a eu des changements dans la structure du livre, enfin dans la structure de ton projet? Alors, moi, ma thèse, elle fait 650 pages, il y a 7 chapitres. Donc on n'est pas du tout. Il y a des choses que je dis dans ma thèse dont je parle pas du tout là, parce que c'est pas forcément le plus intéressant et c'était pas peut-être pas les. Par exemple, je pense notamment à ma première partie sur la question des personnages, des relations. Donc, je parle des relations entre les personnages, mais plutôt dans la troisième partie. Je voulais vraiment, en fait, faire un livre recentrer donc sur la question de la question de comment ce sont des récits, ces récits apocalyptiques, ce sont en fait des westerns. Voilà, c'est vraiment une histoire américaine. On raconte une histoire américaine. Et ce qui se joue, parce que dans ma thèse, par exemple, il y a un chapitre sur le temps et l'histoire qui fait peut-être 150 pages, qui est énorme. Je suis historienne de formation, je tiens à le préciser, parce que du coup, ça évidemment, ça a sûrement joué dans mon analyse. Mais sur la question, finalement, dans ces séries, on se rend compte que la question de la lutte donc fratricide, la question de la guerre civile, elle n'est pas du tout finie, résolue, et que on y est encore en fait. On est encore dans des récits qui parlent notamment de la guerre civile, et on se dit on est en 2021 et c'est des récits qui nous parlent encore de ça, et finalement quand on voit l'élection de Trump, quand on voit les 4 ans de Trump qui se terminent au Capitole, donc le 6 janvier dernier, on se rend bien compte qu'on y est, en fait, on est encore les États-Unis sont encore dans une guerre civile
et elle est pas passée en fait. C'est vraiment un passé qui ne passe pas et même si c'est plus, on va dire, complètement le sud contre le nord, on voit bien qu'il y a dans aujourd'hui, alors je parle même pas là je parle pas des récits, je parle vraiment des États-Unis. On voit bien que sous couvert de l'élection de Trump, on voit bien une Amérique suprémaciste blanche, raciste, anti-Washington, enfin, qui déteste ce que a pu proposer, par exemple. Alors, j'ai envie de dire Obama, mais c'est hyper caricatural et c'est pas Trump contre Obama parce que pour le coup, c'est bien plus profond que ça. Mais en tout cas, on voit bien que cette histoire-là, elle est encore présente et que ces récits qui nous parlent d'invasion, qui nous parlent de menaces, de zombies, etc., c'est vraiment, en fait, ils nous parlent de ça. Ils nous parlent d'une Amérique qui n'est pas en paix avec elle-même et qui rejoue encore sans cesse cette histoire de la guerre civile. Et voilà, et du coup, j'ai vraiment voulu insister sur ces questions-là parce que c'est des questions qui sont extrêmement actuelles. Mais la question du Capitole, c'est en janvier. Moi, j'avais quasiment terminé mon livre en janvier, donc j'ai pas transformé le livre après l'invasion du Capitole. C'est juste finalement des moments qui m'ont montré que ce que je disais, j'avais raison dans ce que j'ai pu analyser au moment de ma thèse et ce que j'ai pu écrire dans mon livre en fait. Parce que c'est une réécriture, mais c'est pas une réécriture dans les idées, c'est une réécriture en termes de qualité littéraire. C'est-à-dire que je vous ai fait grâce d'un style un peu lourdeau universitaire et j'ai essayé de faire d'écrire quelque chose de beaucoup plus agréable. Donc, quand je parle de réécriture, c'est plus sur la forme que sur le fond. Hein. Mais toutes les intuitions que j'avais pu avoir au début de mon doctorat, et la première, en fait, vraiment, la thèse de ma thèse, c'est Jameson, hein, ce philosophe postmoderne, qui dit Hollywood préfère imaginer la fin du monde qu'envisager la fin du capitalisme. Et réellement, donc moi, je pars de là dans ma thèse, c'est mon hypothèse, et finalement, tout me pousse et tout me montre ça en fait. Tous les récits que je vois, on est dedans. C'est-à-dire que y a vraiment une facilité que cette fin du monde, finalement, la façon dont les récits sont construits permet d'évacuer complètement, réellement, les problèmes que rencontrent mais au-delà des Américains, qui rencontrent le monde dans son entier, le réchauffement climatique. Si on a passé le même été, tous les deux, et avec les spectateurs, ceux qui nous regardent en ce moment, on voit bien que la question donc des méga-feux, la question des inondations en Allemagne, maintenant c'est même sur le continent européen, des inondations meurtrières, la disparition, le GIEC annonce la possible disparition du Gulf Stream, etc. Et il y a la disparition de villes maintenant tellement il y a au Canada avec le dôme à 50 degrés. Donc, si vous voulez, c'est quand même fou, c'est-à-dire qu'on est face à des menaces qui sont maintenant, on sait ce qui est en train de se passer. Il n'y a plus de possible déni de la menace. Et on nous parle encore de zombies ou bien d'extraterrestres ou de sinon. C'est quand même assez fou en fait, quoi. Est-ce que tu me permets, page 141, de lire... Oh là, je m'entends un écho. C'est un peu bizarre. Non, il n'y a aucun souci, ouais. Alors, ça vient de moi, je ne sais pas pourquoi. Bref, en tout cas, page 141, tu écris, c'est ce que tu viens de dire, mais c'est un peu la conclusion du livre. Tu dis « Le grand paradoxe de ces récits d'effondrement est de mettre en scène des menaces irréalistes, zombies extraterrestres, alors qu'il n'y a pas ou peu de discours sur le réchauffement climatique ou les désastres industriels qui menacent réellement la Terre. Désir ou crainte, l'apocalypse n'est qu'un prétexte pour justifier la permanence du monde. La fin des temps qu'exploitent ces fictions sert seulement de contexte pour la reproduction du monde que nous connaissons sans changement significatif. L'angoisse provoquée par la description terrible de ces temps d'après la catastrophe sauvage, fratricide, imposant un monde de survie précaire, rend notre société contemporaine désirable ou au moins rassurante. » Et tu termines sur Jameson, la sentence phare de Frederick Jameson s'applique alors à l'ensemble des séries apocalyptiques américaines. Il est plus facile d'imaginer la fin du monde
que d'imaginer la fin du capitalisme. On pourrait même aller plus loin. L'Apocalypse est perçu dans ces fictions comme la seule issue désirée ou non au capitalisme. C'est là pour le coup super, c'est pas très optimiste finalement. C'est pas très optimiste, mais moi ce qui m'inquiète d'autant plus, et tu l'as dit, et on terminera là-dessus, mais c'est ce que tu as dit pratiquement au début de cet entretien, c'est le fait qu'il y ait comme ça une impossibilité pour nous, spectateurs et spectatrices, de pouvoir imaginer, parce qu'on ne nous le donne pas, cette possibilité. Et ça, c'est très inquiétant finalement. Bah, c'est très inquiétant. Bah, moi, alors, je suis pas enfin, c'est pas la question du pessimisme ou du fait que ça soit là, c'est pas le propos. On a un constat, c'est celui-là. Maintenant, on va dire, c'est à nous aussi d'écrire des récits et d'imaginer des mondes. Il y a malgré tout des choses qui se font dans le monde qui peuvent être très chouettes, des petites choses. Voilà, on part pas de rien. Donc déjà, il y a des mondes qui se créent, qui peuvent être désirables. Et puis voilà, c'est à nous aussi d'écrire des récits, de l'après, qui soient des récits plus imaginatifs et puis plus réalistes finalement, dans des petites communautés, des structures avec des solidarités des uns avec les autres. Bon, après, chez des collapsologues ou bien dans certaines communautés politiques, ça se pratique déjà. Et puis, il y a des ateliers d'écriture. Moi, je crois que dans la question de la littérature, de la science-fiction en littérature, c'est beaucoup plus positif que ça. Et il y a de plus en plus de récits utopiques, progressistes. Hein. Je pense notamment au succès de Damasio, qui lui raconte des histoires qui sont des possibles politiques désirables. Voilà. Apocalypse Show, quand l'Amérique s'effondre, c'est édité chez Play Society. On enregistre le 6. Ça sort demain le 7. Ruez-vous. Alors, dans le descriptif de cette vidéo, bien évidemment, il y a un lien qui renvoie directement à la page du site de Play Society. Comme ça, vous n'avez aucune excuse. Vous pouvez vous procurer tranquillement et posément. Merci beaucoup, Annelise. C'était vraiment un plaisir il y a eu beaucoup de digressions. On n'a pas pu parler de tout. J'avais noté des choses. Par exemple, je voulais parler de l'aspect du temps. Il y a quelque chose de page 27 que j'avais remarqué. Enfin bref, j'en suis désolé, mais en tout cas, j'espère en tout cas que ça a stimulé, convaincu de celles et ceux qui nous ont vus d'aller voir la suite, lire la suite en tout cas dans ce. C'était un plaisir. Merci beaucoup pour ta patience et pour tes propos. C'était génial. Merci beaucoup. Générique, c'est parti. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle.